Bonjour, c'est Bertrand Lebovici. Je continue à vous raconter l'histoire des drogues et j'en profite pour vous rappeler que il y a mon livre Drogue, la longue marche, publié par l'Harmattan et écrit de ma blanche main. Bon, je le dis tout de suite parce que je suis sûr d'oublier après. Alors la dernière fois, j'avais évoqué la loi du 31 décembre 70 et la naissance du secteur de soins spécialisé en toxicomanie. Là, on est 10 ans après et l'épidémie de sida va frapper le monde entier et en particulier l'Europe. Alors, il faut bien comprendre qu'au début, cette maladie, précisément, on n'y comprend rien. Et pour une raison assez simple, c'est qu'elle semble affecter des hommes jeunes, le plus souvent homosexuels, des hommes jeunes qui semblent en bonne santé et qui présentent des maladies qui n'affectent habituellement que des personnes nettement plus âgées et présentant des pathologies graves comme par exemple un cancer au stade terminal. La plus célèbre, si on peut dire, de ces maladies opportunistes, qui profitent de l'opportunité de la baisse des défenses humanitaires pour se manifester, c'est la pneumocystose, la pneumonie à pneumocystis carinii, un petit parasite qui ne peut pas être pathogène chez des gens qui ont une immunité normale, mais qui peut l'être chez des gens dont l'immunité est effondrée. Alors pourquoi est-ce que des gens de 25 ans ont une immunité effondrée? C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a toutes sortes de théories qui sont nées, par exemple le fait qu'on avait remarqué que beaucoup d'homosexuels masculins consommaient dans le cadre de pratiques sexuelles ce qu'on appelle des poppers, du nitrite d'amyle, et peut-être qu'après tout, le nitrite d'amine était à l'origine de cette épidémie. Mais assez rapidement, on s'est plutôt orienté vers un micro-organisme de type virus, et finalement, c'est en 1983 qu'une équipe française a isolé ce qui va ensuite devenir, après de longues discussions avec les Américains, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Alors, en quoi est-ce que les usagers de drogue sont concernés par le VIH? Eh bien, ce sont les injecteurs de drogue qui sont concernés, car on comprend que les deux modalités essentielles de transmission du VIH d'une personne à une autre, ce sont les contacts sexuels et les contacts sanguins. Or, dans de nombreux pays d'Europe, les seringues en vente libre n'existent pas. Il n'y a pas d'accès légal aux seringues propres. Et donc, les seringues sont utilisées un grand nombre de fois et partagées un grand nombre de fois. Et c'est cette pratique de partage qui explique que le VIH ait pu disséminer chez les usagers de drogue. La majorité de ces usagers sont des hommes, la majorité de ces hommes sont hétérosexuels, leurs partenaires sont féminines, et ces femmes peuvent être contaminées par voie sexuelle, et donc contaminer d'autres hommes, par exemple. Elles peuvent aussi être enceintes, et dans ce cas-là, c'est une transmission verticale qui va faire passer le virus de la mère à l'enfant, sans qu'on sache à l'époque interrompre cette transmission, ce qui va évidemment provoquer l'apparition de cas pédiatriques de sida. La question des seringues a été une question extrêmement importante, en particulier en France, puisque les seringues ont été interdites en 1972. Michel Barzac les a remises en vente libre en 1987. Il y a donc eu une prohibition des seringues propres pendant 15 ans, et malheureusement, dans les années 80, en particulier les années 85-86, il y a eu beaucoup de contaminations par partage de seringues. Mais finalement, les seringues sont remises en vente libre en 87. 2 ans après naissent les premiers programmes expérimentaux d'échange de seringues, les fameux PES, qui peuvent être des dispositifs fixes ou mobiles. Pourquoi est-ce que ce sont des programmes expérimentaux? Eh bien parce que les pharmaciens ont le monopole de la vente et qu'il faut donc créer un cadre légal particulier pour ces programmes d'échange de seringues qui vont fleurir dans pas mal d'endroits en France
Ces programmes d'échange de seringues sont extrêmement importants. Ce sont des programmes qu'on appelle à bas seuil d'exigence, ce qui ne veut pas dire que ce sont des programmes à bas seuil de qualité. Ils sont à bas seuil d'exigence parce qu'on n'exige pas des personnes qui fréquentent ces programmes de dire par exemple qu'elles veulent arrêter de se droguer. Elles peuvent rencontrer des infirmiers, des travailleurs sociaux, parfois même des médecins, et c'est donc une première étape, une première marche vers l'accès aux soins. Le grand débat en France a eu lieu non pas concernant les seringues, mais concernant ce qu'on appelle aujourd'hui les traitements de substitution opiacée, et dont le symbole à l'époque était la méthadone. La méthadone était utilisée depuis le milieu des années 60 aux États-Unis. Elle était relativement développée dans certains pays européens, comme la Grande-Bretagne ou la Hollande, mais les intervenants français étaient radicalement hostiles. Les intervenants, à commencer par, j'allais dire, leur leader le plus connu, le plus reconnu aussi, Claude Olivenstein, était tout à fait hostile à la méthadone. Pourquoi? Essentiellement pour deux raisons. La première, c'est qu'il considérait que la méthadone n'avait pas d'objectif thérapeutique. Son seul objectif, c'était du contrôle social, c'est-à-dire de sécuriser les centres-villes, comme disait Olivenstein, c'est-à-dire de diminuer la délinquance d'obligation des toxicomanes qui doivent chaque jour trouver de l'argent pour acheter l'héroïne dont ils dépendent. Et puis la deuxième raison, c'est que on considérait à l'époque que le travail psychique était la voie royale vers la guérison, et ce travail psychique, eh bien, on considérait qu'il ne pouvait pas être fait sous méthadone. On n'entendait plus la souffrance du toxicomane. C'est un peu comme si on avait donné à quelqu'un qui a une appendicite des antalgiques puissants, alors il n'aura plus mal, mais ça ne réglera absolument pas le problème, parce que l'appendice est bien infecté, et les choses vont mal tourner lorsque ce symptôme qu'est la douleur va disparaître. En tout cas, il y a une hostilité vraiment extrêmement forte au traitement de substitution. Il y a une deuxième molécule qui va être intéressante, d'autant plus que les Français vont être les premiers à l'utiliser à grande échelle, c'est la buprenorphine. Le nom commercial du médicament est devenu célèbre, c'est le Subutex. Et donc c'est autour de la question des traitements de substitution, et assez rapidement, à partir du début des années 90, sur la question de la réduction des risques, que le débat français va avoir lieu. En 1992 a lieu la 8e conférence sur le sida à Amsterdam. Un certain nombre de Français s'y retrouvent, constatent qu'il existe un mouvement international de la réduction des risques et reviennent dans leur pays avec le désir de changer les choses, mais ça semble extrêmement difficile parce que les politiques, on le voit bien, sont très pusillanimes, l'opinion publique ne comprend pas grand-chose à ces débats, et le secteur de soins spécialisés, c'est-à-dire les experts reconnus de l'époque, sont tout à fait hostiles à ce que veulent faire ces partisans de la réduction des risques. C'est de tout cela dont je vous parlerai dans le prochain épisode de mon post. En attendant, je vous souhaite bonne lecture de Drogue la longue marche, évidemment, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et à mercredi prochain, si Dieu me prête vie. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.